Au plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous, le sommaire. Le box des résultats des examens professionnels ouverts ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats des écoles professionnelles pour la session 2013 ont réalisé un léger succès par rapport à l'an dernier. 50 millions de francs guinéens, c'est l'enveloppe offerte aux populations de la Guinée forestière victimes des récents événements douloureux. Le geste est de la société TM Holding qui a rencontré hier le président de la coordination forestière. Et puis les résultats provisoires de la présidentielle au Mali toujours attendus. Malgré l'impatience, Bamako reste serein pour l'heure. Ibrahima Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé sont les deux candidats qui se font le plus sentir. Encore une fois, bonsoir à tous. Les résultats des examens de sortie des écoles professionnelles ont été publiés ce mardi. Le taux d'admission est légèrement élevé par rapport à la session 2012, comme pour rimer avec le succès au baccalauréat, au BEPC ou encore à l'examen d'entrée en 7e année. Notre reporter Ousseinatou Diallo a fait un tour dans quelques écoles professionnelles. Reportage. Après la publication des résultats du baccalauréat, du BEPC et de l'examen d'entrée en 7e année, ce mardi, c'était le tour de ceux des concours pour les écoles techniques et professionnelles. Sur 12 311 candidats, dont 6 563 filles, toutes les filières et secteurs confondus, 9 505 sont déclarés admis, dont 11 026 pour le secteur public et 1 285 pour le secteur privé. À l'École nationale de secrétariat, d'administration et de commerce de Donka, des cris de joie résonnaient dans cet établissement. Les derniers venus se bousculaient devant les tableaux d'affichage à la recherche de leur nom. Je suis très content, pas parce que j'ai été premier, mais avec le taux de réussite au sein de mon établissement, raison pour laquelle je félicite tous les amis qui ont réussi cet examen. Et j'encourage aussi tous ceux qui ont échoué. Aminata Pendassa est aussi admise, mais elle s'inquiète du sort de ses amis. Mes sentiments, ce n'est pas tellement approfondi d'abord parce que je ne connais pas jusqu'à présent le résultat de toutes les amies pour le moment. Mais pour le moment, moi, je suis admise. J'ai fait le secrétariat, j'ai été deuxième de ma promotion. Le directeur général de cette école, après avoir donné des chiffres sur le nombre d'admis, s'adresse à ses élèves en ces termes. Dans cet ensemble d'établissements publics et privés, quand on a un record de 81,49, je pense que ce qu'on n'est pas, on reste dans la compétition. Et aussi par rapport aux années précédentes, je pense qu'il y a du renouveau, il y a un certain avancement dans les pourcentages. Ceux qui ont échoué cette année, ça ne veut pas dire que pour tous leurs élèves, ils sont foutus. Ce n'est que un avertissement pour eux, et s'ils prennent conscience et qu'ils se mettent au travail. À l'ENAM, École nationale des arts et métiers, même s'il n'y avait pas le même engouement, les résultats étaient aussi affichés. Très réconforté par les résultats de son école, le directeur des études établit des statistiques. Comparativement aux années précédentes, le taux a augmenté. L'année dernière, nous avions présenté 340 et on avait eu 93%. Par rapport au nombre que nous avons cette année, on a présenté 327, alors on a eu 91% et 91,74%. Dans une déclaration lundi, le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle s'est félicité de ces résultats. Pour Damanta Albert Camara, beaucoup de facteurs ont permis de réaliser ces performances. La deuxième session du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier s'est tenue ce mardi. Il s'agissait pour les responsables du PAGSEM de valider plusieurs projets au compte de l'année 2013. Le coût des projets miniers examinés par les responsables du ministère des Mines et de la Géologie est estimé à plus de 25 milliards de francs guinéens, un fonds destiné à améliorer la gouvernance minière. Mfali Gilavogui.
La deuxième session du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier a permis aux responsables du ministère des Mines, de la Géologie et ceux de l'Environnement de plancher sur une panoplie de projets. Objectif, renforcer les capacités institutionnelles en vue d'une meilleure gouvernance dans le secteur minier. Le budget que le projet a présenté pour le deuxième semestre de 2013 se chiffre à 25 milliards 321 millions 312 451 francs. Nous financerons les activités de facilitation de l'accès aux ressources minérales pour 8 milliards 273 millions. Le renforcement des capacités institutionnelles des différents départements ministériels pour 11 milliards 040 millions 380 000 francs. Nous allons assurer la promotion du développement économique dans les zones d'exploitation minière. Ces projets de portée capitale ont été validés entre 4 départements, le ministère des Mines, celui des Transports, de l'Environnement et du Budget. Chaque département ministériel concerné par le PACSEM dispose d'un point focal qui est en même temps membre du comité de suivi du projet et joue de ce fait un rôle d'interface entre son département et l'UEP. Ils ont enfin la charge de suivre l'effectivité de la mise en œuvre des activités qui ont été remontées par leurs soins à l'équipe du projet et validées par le comité de pilotage. Je fonde l'espoir que cette approche participative a été scrupuleusement respectée et que le présent programme de travail est l'expression même des besoins des principaux bénéficiaires du projet. L'appui de la Banque mondiale permet la réalisation des projets par le PACSEM au compte de l'exercice 2013. Comme résultat, cette deuxième session devrait permettre d'améliorer la gouvernance dans le secteur minier. L'augmentation des revenus et l'instauration d'un climat plus attractif sont entre autres les missions du PACSEM. Signature ce mardi de la convention relative à l'aide budgétaire en faveur de l'éducation du fonds C2D. Elle concerne la Guinée et le gouvernement français. Le montant total pour cette aide s'élève à 7 millions d'euros et est destiné au financement de certaines activités prioritaires du secteur de l'éducation. Fanta Conté. Cette signature entre le ministre d'État de l'économie et des finances et l'ambassadeur de France en Guinée est la suite du contrat de désendettement et de développement CED qui lie Paris et Conakry. Il s'agit d'une aide financière de 7 millions d'euros destinée au secteur de l'éducation. Ce montant servira au financement d'activités qui seront réalisées en 2013 et qui auront un impact réel et immédiat sur les élèves et leur environnement. Le secteur de l'éducation est un des secteurs prioritaires, ce qu'on appelle les secteurs de concentration dans l'action de la France en Guinée au travers de l'Agence française de développement. Ça fait partie des 4 secteurs d'élection du C2D, du contrat de désendettement développement, avec l'enseignement professionnel, l'agriculture et le développement local. Quand nous avons signé le 24 juin dernier le contrat de désendettement développement, il y avait pour l'année 2013 une aide budgétaire globale qui s'ajoutait et qui portait sur le secteur éducatif. L'objectif, c'est de permettre pour cette année 2013, en attendant ce qui sera financé les années suivantes dans le secteur de l'éducation, au ministère de l'enseignement préuniversitaire, de disposer de plus de moyens pour être plus à même de mieux accueillir les enfants dans les écoles. Le choix du secteur de l'éducation pour recevoir cette aide budgétaire confirme la volonté du gouvernement guinéen de faire de l'éducation de base une priorité. On ne peut que se réjouir que la convention qu'on a signée avec la France le 24 juin est mise en œuvre dès maintenant, et commencer par l'éducation. Je crois que c'est bon augure. Donc on se réjouit que le PPTE finalement a des points d'application que tout le monde peut voir sur le terrain, à commencer par la rentrée prochaine où on va s'occuper et des fournitures également des infrastructures. Et en plus de ce que le gouvernement est en train de faire, nos partenaires, notamment la France, l'AFD, a aussi le souci de faire en sorte que notre école se porte mieux. C'est un ouf de soulagement en obtenant 7 millions d'euros. Ça nous permettra de résoudre un certain nombre de problèmes, notamment les manuels pour le secondaire, notamment les infrastructures qui sont sinistrées.
donc les rénovations, donc les infrastructures sont sinistrées. Il y a un certain nombre de choses que nous allons automatiquement prendre en charge pour que la rentrée se passe dans de très bonnes conditions. Le décaissement de cette aide se fera en 2 tranches, dont une de 4 millions dans les prochains jours, la seconde étant conditionnée à une bonne exécution de la première tranche. Un comité de suivi sera mis en place pour une utilisation judicieuse de ce fonds. De même que des citoyens et organisations ont condamné les récents événements douloureux en région forestière, des bonnes volontés s'activent pour assister les victimes. La société TM Holding a offert hier lundi une enveloppe de 50 millions de francs guinéens pour favoriser le secours des citoyens en Guinée forestière. La remise de cette enveloppe à la coordination générale forestière a été mise à profit pour de nouveaux appels au secours à ces victimes. Compte rendu de Fanta Conté lu en studio par El Hadj Omar Bari. Après les événements douloureux survenus à Zérékoré, Koulé et Beila faisant plus de 90 morts, des blessés graves et des dégâts matériels importants, l'heure est à la reconstruction. Vu l'immensité des besoins dans cette partie de la Guinée forestière, la société TM Holding a fait lundi un don d'une enveloppe financière de 50 millions de francs guinéens aux victimes. Une manière de venir en aide à ces populations qui vivent actuellement dans la désolation. Mon responsable, il tient à ce que ce don-là, ce geste petit et symbolique, arrive tout droit aux victimes de ces violences. Il interpelle également les communautés vivant en région forestière au calme. Il les appelle au calme, à la vie en communauté, à la cohésion sociale, puisque la violence de toute façon n'a rien à apporter de bon. Ce geste a été hautement salué par les membres de la coordination de la Guinée forestière. Ces derniers ont mis l'occasion à profit pour inviter d'autres personnes de bonne volonté et les autorités du pays à en faire autant. Nos sentiments sont les meilleurs. Nous ne pouvons que remercier du fond du cœur les heureux donateurs qui ont pensé aux souffrances des populations de Zérékoré, Koulé, Beila pour faire ce don important qui nous va droit au cœur, et nous pouvons assurer que ce don sera utilisé à bon escient pour aboutir aux sinistrés. Parce qu'aujourd'hui, les populations de Zérékoré, en tout cas celles qui sont sinistrées, ont besoin de tout, des couvertures, des médicaments, des ustensiles de cuisine, des matériaux de construction, etc. Parce qu'il y en a qui ont tout perdu dans les affres. Aujourd'hui, la Guinée forestière a besoin de tout. Et l'appel du président est très simple. Que nous nous donnions la main en fait de léguer à nos futures générations une Guinée paisible, une Guinée apaisée et une Guinée unie. Et l'acte aujourd'hui du donateur El Hadj Koulibaly, je pense bien, exhortera certains aussi à en faire autant. Sur place à Zérékoré, après ces affrontements meurtriers, beaucoup de familles restent encore dans les besoins. Ouverture d'un atelier à l'intention des partis politiques ce mardi à Conakry. L'initiative est du NDI, entendez National Democratic Institute, sous financement de l'USAID. Cet atelier, qui s'étendra sur 2 jours, vise à améliorer le renforcement de la capacité en technique de gestion de la campagne électorale. Compte rendu Aminata Djuntoun Diallo. Les travaux de ces 2 jours seront mis à profit pour approfondir les connaissances des représentants des partis politiques chargés des questions électorales sur les outils et les techniques de gestion des campagnes électorales afin que leurs partis politiques participent efficacement aux activités électorales. Ils sont 50 représentants de 32 partis politiques, notamment les directeurs de campagne, à bénéficier de cette formation. Après l'accord signé entre partis de la mouvance et l'opposition, l'adoption d'un chronogramme validé par décret présidentiel qui fixe les législatives pour le 24 septembre, conformément au chronogramme de la CENI. L'ouverture de la campagne est prévue le jeudi 22 août à 0h et sa fermeture le dimanche 22 septembre à minuit. Pour nous, au NDI, une approche holistique ou exhaustive des élections doit permettre aux acteurs politiques d'identifier des points d'embrasement, des conflits ou des signes avant-coureurs de conflits potentiels et prendre des mesures anticipatives
appropriée. Tout en saluant les efforts fournis par les partis politiques, la directrice de l'USAID a réitéré l'engagement du gouvernement et du peuple américain à accompagner la Guinée pour la construction d'une véritable démocratie. L'organisation régulière des élections est un des principes majeurs de la démocratie. Dans ce contexte, le gouvernement américain ne manquera guère à son rôle d'accompagner la Guinée à s'inscrire dans la vraie démocratie. Quant au représentant du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, il a exhorté les candidats des partis politiques à mettre la Guinée au-dessus de leurs divergences politiques. Bannir toute forme de campagne à caractère régionaliste, ethnique, raciste, sexiste ou religieux. La vice-présidente de la CENI a tout d'abord présenté son institution avant de rassurer les participants de la transparence des élections à venir. Nous vous rassurons que la nouvelle CENI, celle d'après le dialogue interguinéen, vous êtes avant et après tout nos premiers partenaires dans cette aventure pour l'organisation des élections libres, transparentes, paisibles et acceptées de tous. Une autre formation sera organisée à l'intention des femmes candidates du 1er au 2 août prochain. Au Mali, c'est toujours l'attente des résultats provisoires du scrutin de dimanche, mais déjà deux candidats se dessinent. Avec un taux de participation de 53%, Ibrahima Boubacar Keïta est en tête sur un tiers des bulletins dépouillés, suivi de Soumaïla Cissé. L'impatience monte encore, mais la sérénité domine à Bamako. Commentaire Mamadi Kamisoko. Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, grand favori de la présidentielle malienne, n'a pas déjoué les pronostics. Les résultats officiels partiels publiés par le ministre de l'administration du territoire confirment qu'il a une large avance sur ses concurrents. Les écarts sont importants et s'ils se confirment, il n'y aura pas de second tour, déclare Moussa Sinko Koulibaly. Sur le tiers des bulletins de vote dépouillés, c'est Soumaïla Cissé qui arrive en deuxième position, bénéficiant également d'une large avance sur le troisième Draman Dembélé. Le taux de participation à ce scrutin s'est stabilisé à 53%. Dans la mi-journée, le candidat Soumaïla Cissé et trois autres de ses collègues du Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République du Mali ont évoqué l'hypothèse d'une fraude massive en faveur d'IBK, des accusations que le chef de mission des observateurs de l'Union européenne a rejetées. Devant des journalistes, Louis Michel s'est félicité du bon déroulement du vote tout en appelant les différents candidats de respecter le verdict des urnes. Dans tous les cas, si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour devrait avoir lieu le 11 août prochain. Le futur président malien hérite d'un pays malade après 18 mois de crise sans précédent marqué par le règne des groupes rebelles dans les territoires du Nord, ce qui prouve que la tâche ne sera pas facile pour le nouveau chef de l'État malien. En Égypte, les violences se poursuivent entre l'armée pro-Morsi et celle égyptienne. C'est la raison de la présence dans le pays depuis dimanche soir de Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne. Elle a rencontré ce mardi le président déchu Mohamed Morsi et les nouvelles autorités de la transition du pays. Pendant ce temps, les pro-Morsi étaient toujours dans la rue réclamant le retour de leur leader à la présidence, Alpha Omar Bari. L'Union européenne, tout comme les États-Unis, s'inquiète de la situation en Égypte. En visite dans le pays des pharaons, Catherine Ashton, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, a rencontré ce mardi le président déchu Mohamed Morsi. Après quelques heures d'entretien, elle a assuré que le chef de file des frères musulmans, destitué par l'armée le 3 juillet dernier, serait en bonne santé. Sur le terrain, des milliers de partisans de Mohamed Morsi, déterminés plus que jamais à poursuivre leur bras de fer avec l'armée, étaient descendus massivement dans les rues du Caire pour demander encore le retour au pouvoir du premier président démocratiquement élu. Un vœu qui sera très difficile à réaliser puisque Mohamed Morsi est aussi sous le coup d'une demande de mise en détention préventive de la part de la justice de son pays qui l'accuse de complicité avec le Hamas palestinien lors de son évasion de prison début 2011 pendant la révolte contre le régime de Hosni Moubarak. Aussi, les anti-Morsi le rendent responsable de la mauvaise gouvernance en Égypte depuis son élection et qui a entraîné une crise économique sans précédent dans le pays. Le renversement du président Morsi le 3 juillet dernier par l'armée a entraîné une vague de violence, occasionnant aussi plus d'une centaine de morts, des milliers de blessés et des dégâts matériels considérables.
Autre pays, autre crise. En Tunisie, le gouvernement est toujours sur la sellette. Le Premier ministre exclut la démission de son équipe alors que son parti Ennahda est jugé responsable de l'assassinat de l'opposant Mohamed Brahmi. Un Premier ministre qui voulait calmer les esprits en premier temps des élections en décembre prochain. Mais une attaque meurtrière à la frontière avec l'Algérie a mis de l'huile sur le feu. Devant le camion, c'est l'affolement. Cris, colère, désespoir. On transporte les cadavres, des corps mutilés, égorgés pour certains. Des soldats pris dans une embuscade, assassinés sur le mont Chaabi, tout près de la frontière avec l'Algérie. Cela fait 10 mois que l'armée tunisienne y traque un groupe lié à Al-Qaïda. Cette fois, il s'agit de la pire attaque depuis la révolution du Jasmin. Le drame frappe la Tunisie en pleine crise politique, d'où le discours de Monsef Marzouki à la télévision d'État. Le président tunisien décrète 3 jours de deuil national, mais surtout, il lance un appel à l'unité. Il est évident aujourd'hui que la Tunisie a été prise pour cible. Son système politique, sa révolution, son style de vie, le choix de son islam modéré ont été visés. Toutes les organisations de la société civile, tous les partis politiques, toutes ces institutions doivent à présent s'asseoir autour de la table, dialoguer et oublier la colère et la rancœur. La colère et la rancœur, elles se font entendre ces dernières heures un peu partout dans le pays comme à Sidi Bouzid, le berceau de la révolution. On manifeste pour réclamer la chute du gouvernement mené par les islamistes d'Ennahda, tenu pour responsable du meurtre de l'opposant Mohamed Brahmi. Les appels à la formation d'un nouveau gouvernement se multiplient. Le puissant syndicat UGTT a exigé la dissolution du cabinet Ennahda. Et Takatol, le parti laïque de centre-gauche, demande la création d'un gouvernement national. Et le massacre des soldats au mont Chaabi n'arrange rien. Le Premier ministre Ali Larayed a exclu la démission de son gouvernement et proposé la tenue d'élections le 17 décembre prochain. Une date hautement symbolique. Le 17 décembre 2010, le vendeur ambulant Mohamed Bouazizi s'immolait par le feu, donnant ainsi le coup d'envoi du premier printemps arabe. Ce peut être la marque d'un changement de temps au Vatican. Le pape François s'est confié aux journalistes. Un souverain pontife qui n'a en idée aucun sujet, réforme de la curie, sécurité et même homosexualité. Qui suis-je pour juger les gays, a même déclaré celui qui a fait de la miséricorde de sa marque de fabrique. Suivez. C'est une première. 1h24 d'entretien sans tabou avec les journalistes. Le pape François, fidèle à son image, plaisant, fait rire son auditoire. Mais surtout, alors qu'il est interrogé sur la rumeur d'un lobby gay au sein du Vatican, il en profite pour aborder franchement, en public, comme jamais un pape avant lui, la question de l'homosexualité. Et il change de ton. Il faut distinguer le fait d'être gay de celui d'en constituer un lobby. Car aucun lobby n'est bon. C'est ça qui est mauvais. Si une personne est gay, qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Un message d'ouverture qui reprend certains propos de Jean-Paul II dans une pastorale de 1986. Pas de bouleversement donc sur la doctrine, mais clairement sur la forme. François le pasteur veut ouvrir l'Église. Preuve de la même rigueur sur les questions de fond, sa réponse sur l'ordination des femmes. Au sujet de l'ordination des femmes, l'Église a déjà répondu. Elle dit non. Jean-Paul II l'a déjà dit. Pas de rupture doctrinale, mais 4 mois après le début de son pontificat, François continue clairement d'imprimer sa marque. Buonanotte, buon viaggio e buon riposo. E arrivederci presto. Deuxième jour de discussion à Washington, les négociateurs palestiniens et israéliens se sont retrouvés au département d'État autour de Martin Indyk, le nouvel émissaire des États-Unis pour la paix au Proche-Orient. Première discussion directe depuis 3 ans. Au menu pour l'instant, le calendrier et l'ordre du jour des discussions. John Kerry a annoncé que les médiateurs doivent se revoir d'ici 2 semaines. Le secrétaire d'État américain qui vise un accord final d'ici à 9 mois.
La Fédération guinéenne de boxe a ouvert lundi sa saison sportive de l'année 2013. Au programme, un championnat national de boxe. Une centaine de jeunes boxeurs de toutes catégories venus de Conakry et de l'intérieur du pays prennent part à ce rendez-vous sportif au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Le développement de cette discipline, c'est le grand défi de la Fédération guinéenne de boxe. Fodé Camara. Ils sont des centaines de jeunes boxeurs et de toutes les catégories, super lourds, lourds, mi-lourds ou encore coqs venus de différentes préfectures de l'intérieur, mais aussi des clubs boxing de la capitale Conakry à prendre part à ce championnat national. C'est le palais des sports du stade du 28 septembre qui sert de cadre à cette compétition. Et après ce stage, maintenant nous sommes dans le championnat aussi qui a commencé aujourd'hui 29 jusqu'au 2 août. J'avoue que ce championnat a regroupé 13 clubs. Le ministre de la Jeunesse, Banta Manso, a bien jugé nécessaire d'octroyer à chaque fédération une subvention. Et la boxe, on a eu 45 millions de francs guinéens. Et cette somme nous a permis aujourd'hui, ou nous permettra de faire 3 activités, à savoir le stage qui est terminé, le championnat aussi qui prendra fin le 2 août, mais aussi le gala de le Mali Condé. Quant aux représentants de Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et des Sports, il est temps, grand temps, que toutes les disciplines sportives, à l'instar de la boxe, se réveillent, surtout après la réception des subventions du département en charge des sports. En vérité, c'est une réorientation du sport guinéen qui veut que nous quittons de la simple pratique du football à la diversification de l'ensemble des disciplines sportives. C'est ce qui fait que le département en charge des sports, au courant de 2013, a pensé mettre en place des subventions à la disposition de l'ensemble des fédérations. Pour cette première journée, le public a été émerveillé par la classe des jeunes boxeurs. Dans la catégorie des 64 kg, Tierno Alseni Baldé a battu Mamadou Mouktar Baldé par point en 69 kg. Omar Traoré de Zérékoré s'est qualifié parce que son adversaire Mabel Lamine Bari de Kénien ne s'est pas présenté. On a encore assisté à la belle victoire de Mamadou Siré Keita de la CBK face à Aboubakar Kamara de Bofa par abandon. Il faut rappeler que ce championnat national de boxe prendra fin le 2 août prochain. Parlons enfin football, toujours avec toi Fodé Camara. Les équipes guinéennes de football sont toutes éliminées des compétitions internationales. La dernière en liste, le Sili national local, n'a pas pu défaire son retard du match aller face au Mali. Les Guinéens n'ont marqué qu'un seul but, pourtant insuffisant pour la qualification. On suit le film de la rencontre avec Fodé Camara. Il fallait dominer, les Guinéens l'ont fait. Il fallait imposer son rythme, les Guinéens l'ont fait. Il fallait marquer 2 buts pour assurer la qualification au compte des phases finales de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2013. On n'a marqué qu'un seul. Pourtant, il y avait possibilité de faire mieux. Car les Maliens venus défendre l'acquis du match aller ont été secoués, bousculés jusque dans leur dernier retranchement. Durant les 45 premières minutes, les attaquants guinéens sont restés de l'ombre d'eux-mêmes, dominés sur toutes les balles, même aériennes, par la défense malienne. Sambego Bangoura, François Kamano ou encore Ali Badra Souma Figo ont été improductifs durant 45 minutes, jouant parfois sans conviction. Il fallait attendre la deuxième mi-temps et la rentrée d'Ibrahima Sori Kamara pour voir la physionomie de la rencontre changer. Ce joueur réussit l'inscription de l'unique but vers la 55e minute. Le même joueur, après avoir créé plusieurs occasions, passe et fait passer son équipe tout près de la qualification, en ratant ce penalty quelques minutes après le but. Ce score d'un but à 0 met fin au rêve de bon nombre de Guinéens de voir leur équipe en Afrique du Sud en 2014. 2h30 avant le coup d'envoi de cette rencontre, l'agent de sécurité du Sili national A, Mohamed Jo Kamara, se donnait la mort à Paris. À la mi-temps de la même rencontre, la police ferme l'accès devant les journalistes, dont celui du groupe Évasion Guinée. Quelques minutes après le match, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, Ibrahima Blasco Bari, constate le vol de sa voiture, comme pour dire que le malheur ne vient jamais seul. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez également nos informations sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir chez vous.